j'aimerais beaucoup parler à Barbara. Non, elle est pas là, elle est pas là. Ah, si, je la vois. Barbara, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai été une nouvelle fois acquitté. Je suis donc disponible. Et pourquoi faire? On dit que la classe politique ne se renouvelle pas beaucoup. On voit quand même de temps en temps apparaître de nouveaux visages, comme celui de Barbara Pompili, élue députée ici dans la Somme, à Amiens en 2012. Elle copréside depuis le groupe des écologistes à l'Assemblée nationale, formant depuis quelques semaines un tandem inédit avec Cécile Duflot, autre écologiste à la ligne opposée à la sienne. Une expérience inédite et sans doute inconfortable dont elle nous parlera, tout comme de son parcours construit davantage dans les médias qu'au sein de son parti, un peu à la façon d'une Ségolène Royal ou de l'image qu'on lui renvoie, souvent celle d'une Barbie, pas toujours évident pour faire passer des messages politiques. Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, une adepte du style cash et direct que nous avons rencontrée ici dans ce restaurant du centre-ville d'Amiens. Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Alors on est ici dans un restaurant à Amiens. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici? Parce que j'aime beaucoup le décor, parce que c'est un restaurant qui fait de la bonne cuisine et que mangent tous les Amiénois. C'est ici que beaucoup d'Amiénois qui travaillent viennent manger le midi. D'accord, vous dites de la bonne cuisine, ça veut dire quoi pour une écolo? C'est quoi? C'est bio, c'est végétarien? Ou au contraire, non, c'est des bons plats du terroir? Comme Jean-Vincent Placé, je me souviens qu'il nous expliquait qu'il aimait bien la bonne cuisine et que c'était ça aussi être écolo. La bonne cuisine, ce sont des bons produits. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important. Et où on fait attention à acheter des produits qui sont plutôt de saison. On essaye de trouver des recettes qui s'accommodent à ce qui se passe à l'extérieur. Moi, c'est ça que je recherche. Et si en plus c'est bio, alors là, c'est formidable. Bon, Barbara Pompili, j'ai dit dans le lancement, dans un monde politique qui se renouvelle peu, vous faites partie des nouveaux visages de la politique. Vous êtes apparu en 2012, c'est pas si vieux que ça. Quel est votre meilleur souvenir de ces 3 ans et quelques de vie politique? Ah, c'est le mariage pour tous. Parce que ça a été un moment, d'abord, un moment très fort de fusion entre tous ceux qui avaient l'impression de participer à la marche de l'histoire, même si c'est une petite marche. Mais on a eu tellement de mal à y arriver, il y a eu tellement de débats, qu'au moment où on a fait ce vote et où on s'est tous levés pour chanter la Marseillaise, déjà, ça reste quelque chose de très très fort. Et le pire? Il y en a beaucoup. Un pire du pire. Je ne sais pas si c'est le pire, mais c'est un moment difficile. C'est le jour qui aurait dû être un grand jour où on a voté la loi sur la transition énergétique, qui était vraiment un beau moment d'avancée politique sur lequel on travaillait depuis des années. Et ce jour-là, pam, en même temps, Ségolène Royal annonce qu'elle arrête la taxe poids lourd. Et donc, on avait ce sentiment d'avancer d'un côté, de reculer de l'autre, et d'une incohérence dans les décisions qui étaient prises qui a un peu gâché le plaisir. Donc, je ne sais pas si c'est le pire moment, mais c'est un moment vraiment un petit peu symbolique, d'ailleurs, de ce que j'ai ressenti depuis que je suis élue. Alors, on parlait de Jean-Vincent Placé, justement, il a joué un rôle important dans votre parcours, Jean-Vincent Placé, puisque c'est lui qui a négocié les accords avec le PS en 2012, qui ont permis aux écologistes d'avoir de nombreux députés et pour la première fois un groupe à l'Assemblée nationale. Alors, je vous propose de revoir quelques images de ce moment commenté par le journaliste Arthur Nazaret du JDD. Alors, c'est un reportage où on parle beaucoup de première fois. À 37 ans, elle a été élue députée de la Somme aux élections législatives de juin dernier. C'est la première députée écologiste de Picardie. Une fois élue, elle a été choisie par les siens. 17 députés du groupe écologiste pour être coprésidente aux côtés de François de Rugy. Une direction bicéphale, une première là encore. Et par ailleurs, c'est la première fois qu'il y a une femme à la tête d'un groupe à l'Assemblée nationale, ça n'était jamais arrivé. C'est la première fois que nous avons un groupe à l'Assemblée nationale, donc elle a une fonction éminente. Vous savez que les écologistes parfois peuvent être turbulents, et donc co-présider un groupe, c'est une fonction extrêmement importante. Barbara Pompili a été chargée des relations presse de la campagne de Noël Mamère lors de la présidentielle de 2002. L'idée d'une coprésidence vient de lui. La politique, c'est pas qu'une mécanique, c'est pas qu'un mécano, c'est aussi avoir le sens de l'opportunité, c'est aussi sentir les mouvements de société. Et je pense que Barbara, elle est bien faite pour ça. À la base, l'idée du ticket, c'était une idée de Noël Mamère qui voulait, lui, être président du groupe. Et comme il était déjà un peu âgé et que c'est un parti qui aime bien la rotation, qui aime bien la parité, il avait eu l'idée de proposer un ticket à Barbara Pompili parce que ça faisait le ticket générationnel et le ticket homme-femme. Et en fait, il s'y est mal pris. Il l'a annoncé officiellement avant qu'elle ait donné son accord. Et du coup, elle a trouvé l'idée de faire un ticket avec François de Rugy. C'est un peu la créature poussée par Noël Mamère, c'est ça, Barbara Pompili?
Oh, j'irai pas s'est jusque-là, retournée contre lui. Oui, disons qu'elle a saisi l'opportunité en lui proposant le ticket, disons qu'il l'a légitimé. Après, c'est vrai qu'elle a une légitimité aussi par son parcours, parce qu'elle connaît bien le groupe. Elle a travaillé comme assistante avec Cochet, puis après, elle a travaillé comme secrétaire générale adjointe du groupe GDR, c'est-à-dire écolo-communiste. Donc, elle connaissait bien le fonctionnement, alors que tous ne connaissaient pas le fonctionnement. On disait à un moment, je crois qu'on les surnommait Ken et Barbie avec Barbara Pompili et De Rugy, non? Oui, alors C'était ou qui ça? C'est un surnom qui a été donné par un député écolo, ils s'aiment beaucoup entre eux. C'est vrai que François de Rugy et Barbara Pompili, par leur style, disons, vestimentaire ou même oratoire, ils tranchent pas mal avec le militant écolo, même si il ne faut pas être dans la caricature du militant écolo qui n'a pas toujours un pull qui gratte. Mais c'est vrai qu'ils sont très propres sur eux, qu'ils sont très structurés, qu'ils incarnent une ligne qui n'est pas forcément celle des militants. Donc il peut y avoir un rejet des militants pour cette normalisation entre guillemets du parti, parce que longtemps le mot d'ordre des écolos c'était faire de la politique autrement, et Pompili et De Rugy faisaient de la politique comme les autres, ce qui n'est pas ni mieux ni moins bien, mais c'est juste un nouvel âge d'Europe Écologie Les Verts qu'ils incarnaient assez bien en fait, c'est celle des responsabilités et d'une forme de normalisation. Alors vous avez dit c'est faux, je vous ai entendu pousser un cri du cœur. Qu'est-ce qui est faux? C'est la fin de la politique autrement, la fin des pulls qui grattent au profit du tailleur brushing façon Ken et Barbie, c'est ça qui est faux? Non, non, non. C'est quand j'ai entendu Arthur Nazareth dire ils font de la politique comme les autres. Non, il n'y a pas d'un côté ceux qui font la politique autrement, ces espèces de grands trucs dont on ne sait même plus trop ce que ça veut dire, et c'est même devenu un mot, le mot politique autrement, et ceux qui font de la politique comme les autres. Non, moi alors là je récuse ça complètement. Moi ce que je veux simplement, c'est faire de la politique correctement. Ça veut dire que les écolos ne faisaient pas de la politique correctement avant que vous soyez là? Non, bien la sûr génération comme vous, François de Rugy, etc. Non, moi je ne me positionne pas trop par rapport aux écolos, parce que les écolos, ils ont voulu révolutionner effectivement la manière de faire de la politique, mais peut-être en ne tenant pas compte de ce qu'est le monde dans lequel on vit, le monde médiatique, le monde politique. Moi j'essaye... Et ça veut dire quoi ne pas tenir compte du monde? C'est-à-dire qu'on faisait des grandes paroles sans se demander comment ça allait atterrir dans un journal télévisé, comment ça allait être repris par les journalistes, parce qu'on considérait qu'on n'avait pas à adopter les codes tels qu'ils existent, parce qu'on ne voulait surtout pas rentrer dans ce moule-là, ce qui faisait que justement souvent on était incompris ou notre message ne passait pas bien. Et d'ailleurs il y en a un qui a compris ça assez vite, c'est Noël Mamère. Lui, Noël Mamère, comprend très bien comment fonctionne le système politico-médiatique et donc a réussi, lui, à le mettre à sa sauce. Moi, ce que je veux faire, et je ne suis pas la seule, mais ce que je veux faire, c'est faire de la politique dans le monde tel qu'il est, mais en essayant de le faire bien. D'accord. Alors, vous avez mentionné Noël Mamère, oui. Auprès de qui vous avez travaillé en 2002. Vous étiez attaché de presse de Noël Mamère pendant sa campagne présidentielle. Il avait fait d'ailleurs un excellent score, un 5%, un record. Pour les écologistes, on a retrouvé une petite archive. C'est furtif, enfin, attention. C'est furtif. Noël, quand on me demande comment tu t'entretiens physiquement pour la campagne, je leur réponds quoi? Je leur réponds que je dors. C'est le seul entretien qui est le mien et 10 minutes d'exercice tous les matins avec une statue de Nisa Chevènement. C'est vrai en plus. J'ai acheté une sculpture de Nisa Chevènement. Tous les matins, je m'en sers comme d'une haltère. Et le PO, tu ne peux pas dire ça à la presse. Tu peux leur dire. Si, c'est marrant. C'est marrant. Ça leur fera faire un article. Voilà, il vous a appris beaucoup de choses comme ça, Noël Mamère? Oui, c'est un excellent souvenir cette campagne. J'ai appris énormément. Je débutais moi en plus, j'avais jamais fait ça avant. J'ai appris à tenir ma langue aussi, parce que quand on est attaché de presse, il faut savoir... ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Là, on voit une petite anecdote justement où il dit ce qu'il faut dire aux journalistes. Alors, je ne sais pas si c'est de la boutade, c'est peut-être du mensonge aussi, là, déjà. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur la manière de jouer avec les médias, puisque vous dites qu'il fait partie de ceux qui savaient et qui savent encore faire? Déjà, ce qui était bien avec Noël, c'est qu'il il avait peu de choses à cacher. En fait, il disait les choses et en gros, il y avait peu de filtres. Là, quand il me dit « tu peux le dire aux journalistes », en gros, je pouvais tout dire si je voulais. Donc, c'était un peu à moi de faire le tri. Mais non, ce qui est formateur, c'est justement de se jeter dans ce bain d'une course dont on connaît la fin,
et où on doit entretenir le rythme. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est le rôle du directeur de campagne, mais c'est aussi le rôle des chargés de communication et de l'attaché de presse, face à des journalistes qui, eux, ont des objectifs qui sont très immédiats, c'est-à-dire qu'il faut leurs images pour le truc du soir. Ça ne s'intéresse pas toujours aux écologistes dans les campagnes présidentielles. Voilà, et puis aussi un concours aussi d'inventivité pour essayer justement de faire passer des messages. Pendant la campagne présidentielle, je me souviens qu'on avait fait le coup du yaourt. Il était intervenu dans un journal télévisé à 20h, il avait rapporté un yaourt et il avait dit, vous voyez ce yaourt, eh bien ce yaourt là que je peux manger, il a fait des milliers de kilomètres parce que le lait a été fait à tel endroit, après pour la transformation il a été fait à tel endroit, l'emballage lui est parti à tel endroit, etc. Et il avait tout un chiffre comme ça pour montrer des dizaines de milliers de kilomètres réalisés pour faire ce petit yaourt qui donnait pourtant un air de terroir et de proximité. Mais alors vous avez été un peu ingrate avec lui alors, parce qu'il vous a quand même, alors on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, il vous a poussé pour la coprésidence du groupe écolo en 2012 pour faire un ticket avec vous, et puis finalement vous n'avez pas voulu, vous avez choisi quelqu'un d'autre. Comment ça s'est passé? Pourquoi? D'abord, c'est pas moi qui ai décidé qui serait le coprésident. Ah d'accord, dans ce qu'il raconte dans l'interview qu'on a entendu, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé? Ce qui est vrai, c'est que c'est Noël qui a eu l'idée et qu'il m'a appelé pour m'en parler. Et D'accord, donc une coprésidence du groupe à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas fréquent, c'était une innovation des écolos en 2012. Sachant qu'on le fait déjà nous ailleurs, mais on trouvait que c'était une bonne idée de bouleverser un petit peu les habitudes, justement, de montrer qu'il n'y avait pas qu'un seul chef, qu'on pouvait faire un travail collégial, tout ça. Ce qui n'est pas évident dans la culture française, et alors? Et donc, moi je trouvais l'idée séduisante, mais le faire avec Noël, j'avais des réticences, parce que Noël a toujours été un esprit très très libre dans tous les sens du terme. Et donc pour moi, que Noël représente un groupe, qu'il parle au nom d'un groupe, du coup il sortait de son rôle un peu de trublion et un peu de parole libre. Il aurait été obligé de un peu museler sa parole pour pouvoir représenter tout le groupe. Moi je ne le voyais pas dans ce rôle-là. C'est pour ça que je lui ai demandé un temps de réflexion. Et pendant le temps de réflexion, bon, il a annoncé partout qu'il avait fait cette proposition-là. Donc moi, je me suis retrouvée un petit peu embarrassée. Ouais, d'accord. Et à la réunion de groupe qui a suivi, je crois qu'il a compris lui-même qu'il se mettait dans une situation inconfortable pour lui. Et donc c'est lui qui a de lui-même dit qu'il ne souhaitait plus se présenter à la coprésidence. D'accord, ça veut dire que pour occuper ce poste, il faut savoir se brider, vous devez représenter le groupe, ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit? Oui, quand on est coprésident d'un groupe et qu'on représente l'ensemble de ce groupe, il faut faire attention à ce qu'on dit. Après, ça ne m'empêche pas parfois de dire, écoutez, à titre personnel, je pense ça. Mais c'est uniquement quand il n'y a pas eu de parole collective qui a été décidée. D'accord, c'est Barbara Pompili, herself, on va dire, députée, et pas coprésidente. Ça se fait assez naturellement. Oui, parce que vous avez peut-être hérité, je ne sais pas, de Noël Mamère, je ne sais pas si c'est un héritage, mais un style assez cash, assez direct. Alors c'est peut-être aussi une marque de fabrique des écolos, mais il nous a semblé que c'était particulièrement la vôtre. Exemple, en 2014, lorsque Cécile Duflot quitte le gouvernement pour incompatibilité avec Manuel Valls, eh bien, vous vous exprimez dans les médias, vous critiquez sa décision. On va revoir quelques extraits commentés par la politologue Isabelle Vera-Masson. Nos ministres ont décidé de manière un peu personnelle de... C'est un reproche ? Oui, j'aurais préféré qu'ils la jouent plus collectif là-dessus, mais ils ont décidé de poser un oukase sur Manuel Valls, ce qui nous a mis, nous aussi, dans une situation compliquée. Donc, face à ça, le lendemain, donc hier, nous rencontrons Manuel Valls parce que nous considérons qu'il faut quand même parler. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a proposé concrètement? Alors, il nous proposait plusieurs choses. Il nous proposait une réforme fiscale. Il nous assurait que sur les gaz de schiste, par exemple, on ne changerait pas de politique. Et surtout, il nous proposait de nous donner les clés de la transition énergétique en nous donnant la charge d'un ministère de l'écologie qui contiendrait aussi l'énergie et les transports, ce que nous demandons depuis toujours. Donc vous regrettez que le parti ait dit non? Vous avez le sentiment d'un grand gâchis? J'ai le sentiment que parmi deux choix mauvais, on a choisi le pire.
Et quelques mois plus tard, lorsque Cécile Duflot sort son livre, elle sera assez dure également. Je propose d'écouter d'abord Cécile Duflot et puis la réaction de Barbara Pompili. Voyage au pays de la désillusion, livre réquisitoire sur son expérience gouvernementale, terminée après les municipales et la nomination de Manuel Valls à Matignon. Elle ne ménage pas le couple exécutif, mais pour la députée, ce livre a surtout un objectif, en finir avec la politique menée par ce gouvernement. On a beaucoup raconté à ma place, ça faisait des mois que je n'avais pas parlé. Forcément, quand j'étais au gouvernement, je n'avais pas la même expression, donc il m'a paraissait nécessaire de le dire. Et de le dire aussi parce qu'il y a de la tristesse et du regret. J'ai le sentiment qu'on va pas du tout dans la bonne direction. Cécile Duflot s'exprime et Barbara Pompili lui répond. Je considère que c'est un livre personnel de quelqu'un qui avait besoin d'exprimer ça après avoir quitté le gouvernement. Elle a le droit de le faire. Maintenant, est-ce qu'en termes de méthode, c'est la bonne méthode pour faire avancer les idées de l'écologie ? Je ne pense pas. Moi, je dirais qu'elle est cash sans être agressive. Je trouve qu'elle a un ton assez juste. D'ailleurs, d'une manière générale, je trouve qu'elle a, ce qui n'est pas toujours facile pour les femmes, même pour Cécile Duflot, elle a une voix qui est bien posée, qui n'est ni trop perchée, ni trop grave, ni agressive. Donc je trouve qu'elle a un ton que je trouve assez juste. Et là, elle est écolo, effectivement. Elle parle avec des mots souvent du langage parlé. Elle dit les choses comme elle les pense. Je ne trouve pas non plus qu'elle soit particulièrement désagréable ou agressive dans cet entretien. On ne ressent pas énormément de calcul chez elle. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est la force de Barbara Pompili. C'est qu'on a l'impression dans les médias qu'elle est en train de partager son élaboration personnelle et politique avec l'audience. Et du coup, ça donne un sentiment d'authenticité qui est assez agréable. Et on comprend que les médias lui donnent la parole, parce qu'elle soulève le pour et le contre. Elle nous fait l'analyse. Elle veut partager. Elle nous fait l'analyse de la coulisse. Et c'est rare d'avoir des politiques qui nous racontent l'analyse d'une coulisse comme ça, d'une discussion. Pour savoir si on doit rentrer au gouvernement ou pas, Oui, je crois qu'elle prend le pari de la maturité politique des téléspectateurs et des spectateurs. Et elle a raison, parce que nous, les chercheurs, quand on travaille sur la réception des médias, on voit bien que les gens, non seulement savent et la part de communication, de stratégie politique dans tout ce qui est dit, et même souvent, ils vont plus loin. Et c'est la fameuse théorie du complot. Donc, partager la part de négociation, de politique politicienne avec les électeurs, ou en tous les cas avec les citoyens, je crois que c'est un bon moyen de faire de la politique et c'est même nécessaire. Voilà, donc en fait, donc bon point. Non, vous disiez que c'était un peu la méthode mammaire finalement de parler comme ça, de dire un peu les choses de manière assez cash. Là, c'est vrai que lors de ce remaniement de 2014, on a l'impression que vous racontez les coulisses, vous dites ce qu'on vous a proposé. C'est très rare d'entendre quand même les politiques raconter ce genre de choses. Enfin, c'est très rare. Oui, c'est pas fréquent. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous racontez ça? Pourquoi vous allez aussi loin? Mais ce qu'a dit cette dame, ça me fait plaisir de l'entendre parce que c'est un peu exactement ce que je ressens. Je considère que les gens ne sont pas idiots et qu'il faut les prendre pour des personnes qui sont capables de comprendre ce qui se passe. Et donc, il faut leur expliquer ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours dans les coulisses. Et donc j'essaye de le faire. J'essaye de dire aussi quand j'ai des doutes. J'ai des collègues politiques, ils ont l'air de tout savoir, d'être sûrs d'eux sur tous les points. Moi, il y a des points sur lesquels j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre des conseils. Voilà. Donc c'est aussi ça, la transparence politique. C'est aussi ça. En même temps, vous parlez de vos doutes, vous racontez finalement une formidable opportunité, c'est du moins l'histoire que vous racontez ratée pour les écologistes en 2014 quand Cécile Duflot quitte le gouvernement. Et alors là, accessoirement, c'est très très dur pour Cécile Duflot ce que vous dites. Alors là, sur la sortie en elle-même du gouvernement, c'est un moment que je vis comme une opportunité ratée grave. Et dont on porte aujourd'hui encore les stigmates. Donc je suis encore aujourd'hui dans une colère froide vis-à-vis de ce qui s'est passé. Parce que vis-à-vis de ce qui s'est passé ou vis-à-vis de Cécile Duflot? Les deux, soyons clairs. Non, mais les deux, parce qu'elle a décidé toute seule de quitter le bateau. Elle a décidé, enfin ils étaient deux à le décider. Canfin et elle, les deux ministres, c'est ça? Voilà, les deux ministres, sachant qu'ils ont été suivis par le parti. Hein, donc il ne faut pas non plus, croire qu'ils étaient si solitaires que ça. Mais on était dans un moment crucial pour les écologistes, qui était que nous avions accès aux responsabilités et que nous pouvions montrer ce que nous étions capables de faire. Donc on avait 5 ans pour le faire. Là,
On n'a pas pu le faire. Et quand oui, c'est on ça, nous parce a... qu'il y avait eu des accords vers PS, des accords électoraux avec le PS, et donc normalement c'était fait pour durer toute la mandature, et l'idée n'était pas de quitter comme ça le navire à mi-chemin. Et on aurait fait le bilan. Et quand vous dites on emporte les stigmates, c'est l'explosion du groupe, c'est le départ de Europe Écologie Les Verts, de François de Rugy, de Jean-Vincent Placé et le vôtre. C'est ça les stigmates? Oui, pas seulement de nous, si ce n'était que nous. On est nombreux à être partis. Il y a aussi de nombreuses personnes qui sont aujourd'hui à Europe Écologie Les Verts, mais qui se demandent quel peut être l'avenir, parce que du coup, ce qui s'est passé après ce remaniement, c'est que le parti s'est radicalisé, c'est-à-dire qu'il s'est replié dans une opposition très forte à la politique gouvernementale, donc vraiment dans une posture de rejet. Dans tous les textes, on allait d'abord chercher ce qui n'allait pas avant de chercher ce qu'on pouvait y apporter. Et puis, à côté de ça, il y a tous les autres écologistes, et ils sont nombreux, qui sont ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis, essayer de changer les choses. On sait bien qu'on ne va pas faire la révolution en 5 minutes, on sait bien que ça va être dur, on sait bien qu'on est avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, donc il faut convaincre et sur lesquels il faut peser. Ça prend du temps, c'est beaucoup plus ingrat que de faire... un coup d'éclat, c'est ça? Que de faire des coups d'éclat. Ben oui, c'est plus ingrat, c'est plus dur. Et surtout qu'évidemment, après, ils nous collent à la peau. Ah, mais de toute façon, ils veulent être ministres. Moi, franchement, on aurait dit à nos anciens ministres, vous prenez le poste de ministre de l'écologie, mais j'aurais applaudi des deux mains. Des deux mains. D'accord, parce qu'après, on vous a retourné, vous vouliez être ministre, c'est pour ça que vous ne vouliez pas quitter le navire. D'accord. Et vous dites, je suis encore en colère aujourd'hui, ça veut dire que là, tous les jours, vous vous sentez en colère, c'est ça? N'exagérons pas, mais aujourd'hui encore, on voit les dégâts que ça a fait. Et notamment sur la question de l'écologie, s'être retrouvé à la COP21 à être des spectateurs alors qu'on aurait dû être des acteurs, se dire que sur les transports, on aurait pu avancer sur tellement de choses. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on a perdu 2 ans. Et donc, là, vous dites... Pas dans ces mots, parce que c'est à chaud, effectivement. D'ailleurs, on sent que vous êtes par moments un peu hésitante. C'est pas facile de dire ça dans les médias à ce moment-là, c'est ça? De critiquer Cécile Duflot? Je représente mon groupe. On est dans une période charnière à ce moment-là, puisque Cécile Duflot vient de quitter le gouvernement. Et nous, on est en train d'essayer de voir comment ça va s'organiser. On sait qu'elle va arriver dans le groupe après, puisque quand elle n'est plus ministre, elle redevient députée, vous allez devoir l'accueillir. Voilà, on va devoir l'accueillir. Mon rôle n'est pas non plus de mettre de l'huile sur le feu. Vous avez quand même été une des plus offensives et des plus précises à ce moment-là. Comment elle a réagi, Cécile Duflot? Quelles conséquences ça a eu? Il y a eu un mois après, puisque entre le moment où la personne quitte le gouvernement et où elle revient à l'Assemblée, il y a un temps, un délai. Donc pendant ce délai-là, on va dire que ça a permis que l'eau coule un peu sous les ponts. Et après, elle est arrivée à on n'a pas eu de contact à ce moment-là, ou très peu de mémoire. Et quand elle est arrivée à l'Assemblée, nous, on s'est fait un devoir aussi de se dire, bon voilà... Tu arrives, tu as ta place, tu es la bienvenue. Et donc, on a essayé de l'accueillir le mieux possible. Mais c'était assez tendu à son arrivée parce qu'on se demandait un peu comment ça allait se passer. Et il y avait quand même pas mal de ressentiment de certains députés. Alors justement, suite à ça, la coprésidence change, puisque vous étiez au départ coprésidente du groupe avec François de Rugy, et après vous devenez coprésidente du groupe avec Cécile Duflot, chacune exprimant une sensibilité, vous celle des écologistes qui veulent entre guillemets coopérer, certains diraient collaborer, coopérer avec le gouvernement, elle de ceux qui s'opposent. Alors un exercice assez improbable, vous avez fait des conférences de presse communes, vous avez pris des paroles en commun, exercice improbable commenté par Arthur Nazaret. C'est la suite de son analyse. C'est le moyen pour chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et nous sommes garantes, toutes les deux, de ce moyen-là pour tous les députés du groupe. Il ne vous aura pas échappé que les votes de l'ensemble des parlementaires écologistes n'ont pas toujours été identiques. Donc là, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau sous le soleil. Mais la question qui nous était posée, c'est est-ce que sur l'essentiel, c'est donc la défense de la transition écologique. Est-ce que nous sommes unis sur ce diagnostic-là et sur la nécessité d'y apporter des réponses écologistes? La réponse est oui. Ensuite, il peut y avoir des nuances sur la manière d'exprimer cette réponse. C'est vrai que le regard de Cécile Duflot vers Barbara Pompili marque une complicité étonnante. Elles sont aujourd'hui dans le même groupe, mais c'est un peu comme un jeune couple qui voudrait divorcer, mais qui doit rester dans le même appartement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, en l'occurrence pas assez de députés pour se séparer. Donc c'est une sorte de cohabitation en fait interne et contrainte, parce qu'aujourd'hui elles sont plus du tout sur la même ligne politique. Quand elle dit on est d'accord sur l'essentiel, Cécile Duflot. C'est pas très vrai parce que par exemple le budget elles sont pas d'accord, il y en a qui s'abstiennent, d'autres qui votent contre, donc
Donc voilà, elles sont écologistes toutes les deux, mais je pense que les points communs s'arrêtent là. Après, il y a souvent en politique des conflits générationnels, c'est-à-dire qu'entre deux personnes dans la même génération, on s'épie, on peut se jalouser ou s'en vouloir. Après, Cécile Duflot, elle, je pense, estime qu'elle a une légitimité militante, qu'elle a une légitimité du parti. Elle a été secrétaire nationale longtemps de son parti, qu'elle a été ministre. Et du coup, elle peut se demander, il peut y avoir une rivalité parce qu'elle peut estimer que c'est elle qui devrait être la voix des écolos et qu'elle peut être agacée, je pense, du fait que Barbara Pompili soit, c'est vrai, assez médiatique et assez présente dans le débat. Alors, Cécile Duflot peut estimer qu'elle devrait être la voix des écolos, elle peut être agacée que vous soyez médiatique, dit-il. C'est comme ça que vous le ressentez? Vous qui dévoilez les coulisses, alors dites-nous comment vous vivez ça et comment vous le ressentez? D'abord, sur le groupe, ça n'a pas changé quand elle est arrivée, hein, la coprésidence. Ça a mis plus d'1 an. Oui, tout à fait. Ça fait depuis quelques semaines seulement, enfin quelques mois, voilà, on va dire. C'est assez récent, mais pour une raison simple, en fait, c'est qu'effectivement, les tensions qui ont commencé à exister au moment de la sortie du gouvernement n'ont fait que s'accentuer, et les députés se sont vraiment mis dans entre guillemets, dans un camp ou dans l'autre de plus en plus. Et ça devenait intenable d'avoir 2 coprésidents qui représentaient finalement la moitié du groupe et l'autre moitié n'était pas représentée. Donc François de Rugy, il faut le dire, lui-même a pris l'initiative de quitter la coprésidence pour que l'autre moitié du groupe ait une coprésidente. D'accord, voilà. Donc c'est là que Cécile Duflot arrive et voilà. Là vous êtes dans cet exercice improbable, hein, oui. Effectivement, de parler à 2 sans être d'accord. Oui, on y a mis fin là parce qu'effectivement ça n'avait plus beaucoup de sens. Il faut qu'on accepte le principe que nous gardons ce groupe pour que les écologistes, dans leur diversité, puissent avoir un lieu d'expression. Oui, quand vous dites que vous y avez mis fin, ça veut dire que vous avez arrêté d'offrir ce visage comme ça, toutes les deux côte à côte, en disant finalement chacune exprime sa moitié de parole, c'est ça? Voilà, c'est vrai que ça avait un petit côté un peu... pas ridicule, mais on essayait de donner une image qui ne correspondait plus à la réalité. Donc à ce moment-là, vous étiez dans le mensonge, on va dire dans une image, avec ce regard de Cécile Duflot qui effectivement vous jette un regard noir, et là maintenant vous êtes... Non, on l'avait assez dit. Si vous écoutez ce qui se disait à ce moment-là, on a déjà dit qu'on voulait que tout le monde puisse s'exprimer dans sa diversité, c'est pour ça qu'on gardait entre guillemets la maison commune. Donc on l'avait déjà dit à ce moment-là, sauf que ce n'était pas très clair, que certains restaient dans l'ambiguïté exprès d'ailleurs. Et donc, pour que les choses soient claires, maintenant, on a fait une conférence de presse pour dire stop, chacun sa vie, on garde la maison effectivement parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement et quelque part... parce que aucun ne peut avoir un groupe, effectivement. Voilà, on ne peut pas avoir un groupe séparé, donc on fait ce qu'aurait dû rester Europe Écologie Les Verts d'ailleurs, c'est qu'on a un groupe qui est une maison des écologistes, donc où les écologistes peuvent s'exprimer, mais où il y a bien deux familles. D'accord, donc du coup, quand vous parlez là, quotidiennement avec Cécile Duflot, enfin, ou pas quotidiennement, c'est pour comment ça se passe, enfin, comment on co-préside à 2, c'est quand même une expérience à 2 qui ne s'entendent pas, à 2 divorcés dans la même maison. C'est pas simple tous les jours, c'est vrai. Maintenant, ce qu'on a à gérer, en fait, c'est le travail parlementaire, c'est-à-dire les répartitions de temps de parole, dans les textes, etc. Mais là, c'est simple, on a tout divisé en 2. Donc, et puis, quand on ne peut pas diviser par 2, on fait chacun son tour. Donc finalement, c'est assez simple. Vous pensez que ça pourrait être, parce qu'on voit aussi au PS, il y a les frondeurs et puis ceux qui sont plus sur la ligne gouvernementale, vous pensez que cette méthode pourrait être déclinée dans d'autres partis? Vous ne conseillez pas, vous dites c'est trop compliqué, vous ne conseillez pas? Franchement, c'est un mode de fonctionnement qu'on a trouvé qui est le moins mauvais dans la période. Ce n'est pas simple tous les jours. Maintenant, ça nous oblige aussi à quand même travailler ensemble, ça nous oblige à faire cet effort d'aller un peu les uns vers les autres. Dans la période, c'est pas si mal. Voilà. Mais le conseiller à d'autres, je ne sais pas, franchement. Alors vous avez mentionné votre colère, hein, c'était quand même un mot assez fort contre Cécile Duflot. Pour finir sur Cécile Duflot et sur sa responsabilité, parce que c'est quand même ça la question dans ce qui a conduit à l'explosion, à l'éclatement des écologistes, je voulais vous faire écouter une très courte analyse du politologue Daniel Bois, spécialiste des écologistes, qui commande justement la stratégie de Cécile Duflot. Je crois que Duflot a une forte responsabilité, moi. Enfin, mais c'est peut-être des soupçons injustifiés. Je crois qu'elle marque là son territoire en même temps, puisqu'en fin de compte, elle sort, mais elle sort pas en disant qu'un autre prenne ma place. Elle dit que personne ne prenne cette place. Elle va s'arranger pour qu'au bureau exécutif, donc à l'exécutif, effectivement, elle n'y est pas, mais elle a suffisamment d'alliés à l'intérieur pour que ça fonctionne, il soit bien dit qu'il n'est pas question
qu'une autre ou qu'un autre qu'elle-même devienne ministre. Ce qui veut dire que Duflot est la seule, en fait, qui a eu ce statut de ministre, enfin la seule, il y a Canfin aussi, mais qui a eu un statut important de ministre dans ce gouvernement. Donc ça lui donne un capital politique plus élevé. Donc je soupçonne que ça a pu être parmi ses motivations du fait de sortir du gouvernement, de sortir, en tout cas de refuser de rentrer dans le nouvel gouvernement, et surtout de refuser que quelque vers que ce soit, y rentre. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il a certainement raison. Voilà. Ça n'est pas sa seule motivation. Mais Cécile Duflot, elle tire une forte légitimité du soutien de son parti. Et le parti était de plus en plus divisé sur l'opportunité d'être au gouvernement suite aux mesures qui avaient été prises, notamment de CICE, etc. Et je crois que quand elle a senti qu'elle perdait la légitimité du parti, elle s'est dit il faut que je trouve une porte de sortie d'une manière ou d'une autre. Donc elle est partie, mais par contre il fallait effectivement que personne derrière ne prenne le relais parce que ça aurait pu prouver l'inverse de ce qu'elle voulait prouver, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des choses en étant au gouvernement. C'est terrible ce que vous dites finalement, parce qu'elle a eu cette stratégie de calcul qui a été aussi désastreuse. Est-ce que du coup elle peut encore représenter les écologistes à la prochaine présidentielle selon vous? Est-ce qu'elle peut, ou est-ce qu'il faut mettre en place une autre stratégie? Justement, il faudrait qu'il y ait une stratégie politique à mettre en place contre. Vous savez, depuis tout à l'heure, on parle énormément de Cécile Duflot, et c'est justement ce que je voudrais arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mais pour des raisons bien normales, Cécile Duflot continue à représenter l'écologie. Or, nous sommes un peu avec vous dans cette coprésidence, oui, mais bon, c'est difficile. C'est vrai, mais je reste à ma place et je sais où elle est. Les écologistes, aujourd'hui, sont nombreux à ne pas être en accord avec cette stratégie politique. Et on a vraiment la volonté de montrer aux citoyens que l'écologie politique, ce n'est pas seulement cette écologie contestataire. On ne peut pas continuer comme ça. Cette manière de faire de la politique, qui est une manière de faire contre, de toujours être contre tout, ce ne représente pas l'écologie. L'écologie, c'est travailler avec tout le monde pour avancer. Vraiment, c'est être pragmatique, être utile. Alors, on va arrêter de parler de Cécile Duflot, on va revenir à vous. Et alors, il y a une autre spécificité, hein, donc c'est que vous êtes une femme, bon, ça on l'a remarqué, mais surtout vous vous êtes illustrée dans l'hémicycle par des discours assez féministes, hein, en interpellant notamment un député rappelé à l'ordre pour avoir donné à Sandrine Mastier, qui présidait la séance, du Monsieur le Président. Un petit extrait. Est-ce qu'il méritait ce rappel à l'ordre? Ce n'est pas à vous d'en décider, c'est à la présidence de séance. C'est à la présidence de séance. Non, mais c'est une femme qui parle, c'est toujours un petit peu difficile de l'écouter. Je vous rappelle que nous sommes à l'Assemblée nationale française, que nous avons un devoir d'exemplarité, que ce devoir d'exemplarité a été battu en brèche à de très nombreuses reprises. Voilà, et donc là vous dites difficile d'écouter une femme. Alors on imagine que c'est de la rhétorique, parce que quand même bien souvent les hommes ne sont pas écoutés non plus dans l'hémicycle, mais on a l'impression que vous parlez de votre vécu à vous, de parlementaire femme. Vous pouvez nous en dire plus sur ce à quoi vous faites allusion là? C'est vrai que dans l'hémicycle, quand une femme parle, en général, il y a toujours des exceptions, mais en général, il y a toujours un petit brouhaha qui s'installe, on l'écoute moins. C'est vrai, je l'ai constaté à de nombreuses reprises. C'est moins le cas pour les hommes. Les femmes sont moins prises au sérieux. D'accord, donc quand vous dites ça, c'est pas que de la... Parce qu'on a l'impression que c'est un peu de la rhétorique aussi. Bon, bah voilà, je suis une femme, allez, je vais vous moucher en disant qu'on m'écoute moins. Non, ça correspond à un sentiment vraiment que vous avez. C'est un sentiment d'agacement. Si vous retenez de moi que la colère et l'agacement, c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'il y a un agacement de voir que ces vieilles habitudes ont du mal à partir, et surtout quand elles concernent aussi des jeunes. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il s'agissait plutôt de jeunes hommes qui faisaient un peu le bazar. Alors, quand on a commencé l'émission, quand on s'est installé, vous avez demandé comment les plans étaient cadrés, hein, comment on cadrait, est-ce qu'il y avait des plans larges, des plans serrés, etc. Et vous avez dit, voilà, on me l'a fait une fois, pas deux. Vous avez fait allusion là à un épisode qui avait marqué les esprits, qui vous a fait connaître aussi, parce qu'après ça, vous avez été beaucoup invité dans les médias. C'était un fameux portrait de Libération, quelques semaines après votre élection à l'Assemblée nationale et puis votre élection à la tête du groupe. Alors, que dit ce moment sur le fait d'être une femme en politique? On revoit un petit sujet de l'époque, vos réactions de l'époque et le commentaire d'Isabelle Vera-Masson avec ce qui a changé depuis, chez vous peut-être aussi. Si le fait d'avoir une exposition aux médias peut permettre
de me donner un peu plus de force pour faire avancer les choses, et ben tant mieux. Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas m'en servir? Mais le monde politico-médiatique est à double tranchant. Le quotidien Libération lui a consacré un portrait en septembre dernier avec un titre, une photographie qui a beaucoup fait parler. J'aimerais beaucoup parler à Barbara. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ah, si, je la vois. Barbara, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai été une nouvelle fois acquitté. Je suis donc disponible. Une femme qui fait de la politique, qui est jeune, qui s'assume en tant que femme moderne, forcément, on ne s'intéresse pas à ce qu'elle dit, on s'intéresse à ses fesses ou à sa paire de seins. Elle n'assume pas une photo qui, effectivement, est assez étonnante pour une femme politique, puisque c'est incroyablement sexy, puisqu'on voit à la fois ses bras, sa poitrine, ses jambes, et en plan large. Donc elle a l'air de dire que c'est un piège ou que quelque chose qu'elle n'accepte pas. Est-ce qu'on peut être piégé alors qu'on arrive habillé avec une robe comme celle-là? Donc, soit elle a fait une erreur de communication. Qu'elle serait mieux cadrée, qu'elle serait cadrée. Soit elle a fait une erreur de communication en venant avec des vêtements dangereux et sans surveiller ce qui allait être publié, soit elle s'est fait piéger, mais dans ces cas-là, c'était une erreur professionnelle, parce que je crois qu'elle a été quand même longtemps responsable de la communication. J'avoue que je n'y crois pas trop. Je crois qu'elle est, comme beaucoup de femmes politiques, comme beaucoup de femmes d'ailleurs de manière générale, piégée par ce désir d'être montrée sous un jour à la fois féminin. Ce qu'elle dit d'ailleurs, elle dit je m'assume en tant que femme. On pense à Ségolène Royal qui a toujours aussi essayé de présenter sa féminité en jupe, talons, etc. Je suis une femme et en même temps que lorsqu'on lui rappelle sa féminité, elle s'en choque. Donc elle est dans une contradiction qui est extrêmement difficile pour une femme politique, pour une femme publique, mais qui est quelque chose que les femmes connaissent. Que les gens aient envie de m'écouter parce qu'ils me trouvent agréable à regarder, c'est sympathique, sauf que j'aimerais bien qu'ils ne s'arrêtent pas à ça. Parce que à un homme, on lui fera jamais ce genre de réflexion. C'est compliqué parce qu'elle confond, comme souvent les hommes politiques, le fait d'être vu, de faire le buzz, avec l'influence. Et dans son cas, c'est quand même une femme très belle, elle est blonde, avec tout ce que l'on sait des stéréotypes sur les blondes. Il peut y avoir au contraire opposition entre le fait d'être vue, même beaucoup, même avec plaisir, et faire passer un message, parce que l'un l'emporte sur l'autre. Et ça m'étonne qu'elle n'en soit pas consciente. Bon, en même temps, elle est blonde, on va dire, c'est pas sa faute. Et puis cette photo de Libération, ça a été effectivement le premier portrait qu'il y a eu d'elle. Enfin voilà, au moment où elle est arrivée à l'Assemblée nationale. Depuis, on la voit en veste, de couleur, mais enfin plutôt classique, très sobre. Elle a appris. Oui, je crois qu'elle a appris. Je crois qu'elle a dû faire un certain nombre de photos presque narcissiques, et dans lesquelles elle a pensé que son aspect était une arme, comme elle dit. Ce qu'elle n'a peut-être pas vu, et à mon avis elle l'a compris, parce qu'effectivement elle s'est modifiée, c'est que cette force était également pouvait être taxée comme une faiblesse, parce que la force de votre enveloppe corporelle peut être une faiblesse de votre contenu. C'est peut-être injuste, mais elle a compris que c'était le cas. Voilà, votre force peut être une faiblesse, et c'est ce que vous avez compris en faisant de la politique, dit-elle. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout, du tout? Là, ce que vous montrez, c'est mon bizutage. Je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris comme ça. Alors, je vais vous dire un truc. Comme on se dit les choses, voilà, quand on est une femme, on a des complexes. Je connais peu de femmes qui n'ont pas un petit complexe. Moi, mon complexe, ce sont mes jambes. Ce sont mes jambes et encore plus mes cuisses. Donc, je peux vous dire, s'il y a bien un truc que jamais je n'aurais laissé prendre en photo si je l'avais su, c'était une photo où on voit mes cuisses. Je peux assumer un décolleté, je peux assumer tout ce que vous voulez, mais pas ça. Donc, si vous voyez une photo comme ça, vous pouvez être sûr que c'est sans mon avis. Voilà, en tant que femme, je crois que vous pouvez l'entendre. Non, d'accord. Alors, en tant que femme, j'approuve, je tamponne, d'accord. Voilà, s'il y a un truc qu'on ne veut vraiment pas montrer, d'accord. Okay. Voilà, donc là, je me suis fait avoir. Effectivement, elle a raison. Peut-être que c'est un manque de professionnalisme. En même temps, quand j'ai été attachée de presse, j'étais attachée de presse d'un homme. Oui, j'allais le dire, c'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose, même si maintenant, les hommes commencent aussi à se retrouver dans le piège de l'apparence. Et d'ailleurs, votre émission travaille aussi sur ces questions-là pour les hommes. Donc, peut-être que les inégalités vont se réduire. Oui, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, une faiblesse parfois pour les hommes et pour les femmes, de confondre un peu le fait d'être écouté et le fait de faire passer le message. Voilà, il peut y avoir une confusion aussi parfois. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, toute la question, c'est de savoir comment faire pour que, effectivement, on ne bloque pas les gens par un physique qui soit trop agressif. Je ne sais pas comment vous dire, où on ne voit que ça.
Du coup, on n'écoute plus la personne. Et en même temps, avoir cette liberté d'être soi-même et de pouvoir... moi, j'ai pas envie de me déguiser. Je ne me suis jamais déguisée. Maintenant, non, depuis cet épisode, je n'ai pas changé ma manière de m'habiller. Il faut savoir que cette robe que je porte est la robe que je portais le jour où j'ai été élue. Simplement, j'avais une veste au-dessus et que le journaliste, il faisait une... Quand vous arrivez, donc il fait 40 degrés, vous avez une veste sur votre robe, c'est ça? Il vous dit montez sur un tabouret. Et non, on était assis et il m'a dit, et il m'a pris des photos avec la veste. D'ailleurs, je les ai eues après. Il a pris des photos avec la veste et il a dit à un moment, est-ce que vous voulez enlever la veste? J'ai dit, bah oui, mais vous prenez que le haut. Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui, donc il m'a menti, soyons clairs. D'accord, donc il y avait un décolleté que vous assumiez, pour le coup le décolleté vous l'auriez assumé ou... Oui, je l'aurais assumé parce que j'ai pas honte de mon décolleté, c'est pas la question. Mais par contre, ce que dit la dame là, dans l'interview, c'est que je n'ai pas regardé ce qui allait être publié. Il faut savoir qu'on ne nous demande pas notre avis sur les photos qui sont publiées, hein. Jamais. Hein. Ça me fait penser, il y avait cette photo de Najat Vallaud-Belkacem. Au début aussi, on voyait qu'elle était beaucoup en jupe à ses débuts de ministre. Et cette photo aussi avait été pas mal commentée. Voilà. Et puis finalement, maintenant, elle est tout le temps en pantalon. On a l'impression qu'elle a complètement renoncé à... J'en ai parlé avec elle. On en a parlé toutes les deux. Elle m'a dit, je me suis fait avoir comme toi. Donc elle considère également qu'elle s'est fait avoir. Et c'est quand même important de se rendre compte que nous, justement, comme on se dit, nous sommes dans un pays de liberté où la femme a gagné ses galons, elle peut vivre en tant que femme et sans être réduite à un instrument un peu sexuel. Du coup, quelquefois, on oublie qu'en fait, c'est pas complètement vrai. Et donc, si on se balade un peu les jambes à l'air, eh bien, ça va nous être remis dans la figure. Ça va nous être remis dans la figure, notre statut de femme et notre statut de non, on n'est pas pareil que les hommes. C'est vrai que c'est délicat parce que vous dites, maintenant, je fais attention. Sous-entendu, pour vous, est-ce qu'elle dit la forme peut brouiller le message? En quoi ça a brouillé le message? C'est que simplement, moi, quand on m'a appelé pour me dire on va faire votre portrait dans l'IB, franchement, j'étais très fière. Je me disais, oh, je vais avoir mon portrait dans l'IB. Et je me suis dit, chouette, parce qu'ils vont faire le portrait de la première femme présidente d'un groupe politique à l'Assemblée nationale, de l'histoire. Et donc, j'étais très fière de représenter cette petite avancée pour les femmes. Je peux vous dire une chose, c'est que quand le portrait est sorti, personne ne m'a parlé de ce qu'il y avait dans l'article. Tout le monde ne m'a parlé que de la photo. Donc, de ce point de vue-là, le message que je voulais faire passer n'est absolument pas passé. Donc, c'est mauvais. Après, pour être juste jusqu'au bout, oui, du coup, les médias se sont intéressés à moi. Oui, du coup, j'ai été invitée sur des émissions. Et du coup, j'ai pu parler un petit peu de ça. Mais quand même beaucoup de mon statut de femme à photo. Et c'est la seule différence que vous disiez, j'étais attachée de presse de Noël Mamère, c'était un homme, moi je suis une femme, c'est la seule différence que vous faites justement en mot de la fin? C'est malheureux à dire parce que moi je suis quelqu'un qui suis très sensible à la question du genre, donc je considère qu'on n'est pas prédestiné à quoi que ce soit. Mais en même temps, quand on est femme, on a toute une culture qui nous porte à avoir certains comportements. Et les hommes, dans leur communication, vont avoir beaucoup plus tendance à se mettre en avant, vont avoir beaucoup plus tendance à y aller franco, à pas se gêner et à pas avoir le complexe de la compétence, c'est ça? Oui, exactement. Alors que une femme, je me mets dedans, mais je suis loin d'être la seule, va toujours, avant d'aller voir des journalistes, par exemple, sur tel ou tel sujet, avoir besoin de bien retravailler son dossier pour bien être sûr de bien tout connaître, avoir ce côté, je vais quand même pas me présenter à eux si je connais pas bien mon sujet. Je ne sais pas si vous avez beaucoup travaillé avant l'émission. Je ne pense pas, pour le coup. Non, c'était pas une émission qui demandait beaucoup de travail. Là, il y avait une... Moi, je ne savais même pas trop de quoi on allait parler. Un exercice de spontanéité. Voilà. Merci Barbara Pompili de nous y être livrée. Merci à vous. C'est juste au moment où...